Nous accueillons dans le cadre de l'association Dialogia, que Max Benamou, qui est ici présent, a fondée. Bravo. Oui, parce qu'il est rare qu'un mécène s'intéresse à la dimension intellectuelle de l'existence collective. Et notre projet dans Dialogia, c'était justement d'accompagner intellectuellement la venue des Juifs de France en Israël, mais aussi et principalement de poser un ensemble de questions à nous-mêmes qui sommes devenus israéliens et à la société israélienne. Des questions qui viennent de notre expérience historique, de notre parcours qui nous a conduits justement en Israël. Et dans cette perspective, nous organisons une série de colloques. Le prochain colloque des intellectuels francophones d'Israël aura lieu au mois de mai. Il portera sur le message quel est le message d'Israël à l'heure de l'État d'Israël. Donc c'est une réflexion exigeante. Nous avons créé aussi, comme vous l'avez peut-être reçu, une sorte de revue sur Internet, une revue dont le thème est la société israélienne. Vous n'êtes pas sans remarquer que dans le discours public et médiatique, en tout cas en Occident, on ne voit jamais la société civile israélienne, mais uniquement des tanks et des soldats. La société civile est réservée aux Palestiniens. Et en fait, notre projet, c'est d'analyser chaque mois un dossier qui maintenant est sous la direction de Pascal Zonshine, qui est donc journaliste, d'analyser un grand problème de la société israélienne. Il y a déjà plusieurs dossiers. Et le dossier le plus récent, c'est celui sur le devenir des Arabes d'Israël, qui essaye à la fois de donner une série d'informations et en même temps de proposer une réflexion sur cet avenir. Et Jamais 203, je vais tenter de créer cette année, en hébreu cette fois-ci, pour le public hébréophone, un think tank, Tsevet Hashiva, qui s'intitulera Politique juive, c'est-à-dire développer une réflexion sur l'impact de la condition juive et du judaïsme dans la politique et l'impact de la politique dans le judaïsme et la condition juive, qui est un sujet en général abandonné, paradoxalement, alors qu'en Israël ça devrait être un sujet central, mais il est marginal. Il a toute une histoire et en fait, le projet avec ce think tank, c'est de développer les travaux et les réflexions à ce niveau-là, qui prendront un jour sens de toute évidence. Alors, je voudrais maintenant introduire le colloque. Et la question que nous voulons soulever dans ce colloque porte sur la façon dont nous comprenons, nous analysons, nous vivons ce conflit qui dure depuis un siècle. À l'heure actuelle, et avec ce recul, nous pouvons distinguer 4 modèles d'interprétation du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien qui sont à l'œuvre. Premièrement, le modèle du conflit national. C'est celui sur la base duquel la vie internationale se déroule depuis le mandat britannique, puis le plan de partage et jusqu'à la doctrine deux peuples, deux États. L'hypothèse centrale est qu'un partage de territoire mettra un terme au conflit. Il suppose donc qu'il y aurait là deux peuples luttant pour posséder le même territoire, donc modèle national. Et effectivement, la définition du territoire est le critère essentiel de ce modèle national. Mais il y a aussi une version non plus nationale de ce conflit, mais une version, pourrait-on dire, nationaliste. Elle opposerait deux nationalismes. Il y a une différence entre la dimension nationale et le nationalisme qui est un excès de nation, si l'on pourrait dire. Elle apparaît uniquement, ce modèle-là apparaît uniquement après la guerre des 6 jours, en 67, comme si le problème ne concernait plus que la Judée-Samarie et opposait l'irrédentisme palestinien
qu'illustre le dogme du retour des réfugiés dans l'État d'Israël même et l'irrédentisme d'Israël concernant ces territoires-là. La troisième version est celle du conflit colonial. Les Juifs seraient des étrangers venus s'emparer de cette terre avec la complicité des pouvoirs coloniaux européens qui, lorsqu'ils se sont retirés de leur possession, auraient laissé subsister cet anachronisme que serait l'État d'Israël. Ici aussi, on dénote deux modalités, deux versions. La Cisjordanie serait le champ du colonialisme israélien. La deuxième version, c'est que l'État d'Israël lui-même est une colonie. C'est ce que proclame le discours de l'autorité palestinienne pour laquelle Tel Aviv et Haïfa sont des villes occupées. Et c'est aussi, d'une certaine façon, ce que proclame la liste unifiée des partis arabes à la Knesset. On en trouve même une version européenne. En France, récemment, la revue Télérama, une revue très importante, a écrit, je cite, « Nazareth, une ville comme pétrifiée par l'occupation israélienne ». Ben oui. La quatrième version est celle du modèle victimaire, on pourrait dire du modèle christique. Elle est typique de l'ère postmoderne. Dans cette version, selon l'expression consacrée chez les gauchistes français, les Palestiniens sont le peuple en danger que l'Occident coupable de colonialisme évidemment, doit défendre. Cette version naît en fait après la conférence de Durban en 2001, quand le nouvel antiracisme s'est engagé dans l'antisionisme en ne ciblant plus en Israël la nation ou la colonie, mais l'homme, l'humanité. En somme, Israël, l'ennemi du genre humain, du fait de son essence raciste et dont l'existence même est une forme d'apartheid. Cette version, habilement manipulée par une idéologie que l'on peut définir comme le palestinisme, est très présente dans la gauche islamo-gauchiste européenne, voire dans l'opinion chrétienne en Europe. Elle a manifestement un substrat christianisant. Sur ce point, voir récemment le document de Kairos Palestine. Pour la gauche occidentale, elle est devenue le critère de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le cumul de plusieurs sortes de discrimination, de domination et de stratification. Par exemple, un exemple personnel, j'ai vu sur la place de la République à Paris il y a quelques années une manifestation pour les handicapés qui arborait le drapeau palestinien. Mais tout ça, bien que ce soit complètement baroque, a un sens sociologique très, très fort. Le modèle que nous voulons explorer, la guerre de religion, est quasiment absent dans le discours, mais omniprésent dans la compréhension objective des faits. Il l'est en Occident et il l'est en Israël même. C'est la chose dont on ne parle pas, car elle est sans doute trop lourde à porter pour un discours postmoderniste. Et le fait va jusqu'à la caricature la plus stridente en Europe, où lors de chaque attentat, l'identification de l'acte, identification religieuse, n'est pas proférée et s'abrite derrière une sorte de trapèze linguistique plutôt pathétique. Pourtant, la cause est évidente à tout le monde. Israël est concerné également par cette cécité volontaire. On se souvient de la réprobation et même la condamnation du ministre d'alors Tzipi Livni, suscitée par le colonel d'une brigade Givati, Ofer Winter, lors de la guerre de Gaza de 2014, qui, dans son message à ses soldats avant le combat, avait invoqué la protection divine. Cela signifie que si l'adversaire de l'Iran aux Palestiniens est motivé par une hostilité d'extraction religieuse ou utilisant la religion, Israël, lui, ne l'est pas objectivement, ni dans les faits, ni dans les formes. Dans la définition du modèle du conflit entre aussi en jeu
des registres différents de langage. On distingue le registre du nazisme, occupation, territoire occupé, camp, Nakba, Shoah, etc. Le registre de l'humanisme, les enfants, le racisme, l'apartheid. Le registre du stalinisme, le camp de la paix, c'est hérité de l'histoire du stalinisme, l'idée de camp, avec tout ce que cela comporte, le colonialisme et d'autres dimensions. Celui aussi de la morale, lorsqu'on demande à Israël de garder la proportion quand il répond aux attaques contre lui. Et également le registre du postmodernisme, les oliviers palestiniens, le droit international, les civils intouchables, même s'ils sont armés, etc. Donc, disons qu'il y a ici une superposition de registres idéologiques qui ont une origine très précise et qui donnent une tonalité à la nature du conflit. Alors, mais on trouve aussi le registre islamique, territoire contre la paix, une chose qu'on n'a jamais vue dans l'histoire des relations internationales. Déni du caractère juif des lieux saints, des lieux de mémoire juifs, déni de l'indigénat des juifs, manipulation du symbole d'Al-Aqsa, revendication de toute la terre considérée comme un waqf, c'est-à-dire un bien religieux, discours d'exaltation du shahid, etc. Point n'est besoin de citer la charte du Hamas qui est très claire sur la motivation religieuse de son propos. On peut aussi aller voir du côté de la Constitution du supposé État de Palestine Constitution qui déclare dans son article 6 que, je cite, « l'islam sera la religion officielle de l'État », ce qui ne choque personne en Occident tant c'est évident, et qui prévoit des dispositions pour assurer les droits des non-musulmans dénommés bizarrement les monothéistes. Les monothéistes, en fait, je cite le passage, « l'islam sera la religion officielle de l'État, les religions monothéistes seront respectées ». Article 6, et qui rappelle étrangement, pour observer le politiquement correct, à savoir, c'est la fondation Konrad Adenauer qui a financé l'écriture de cette constitution, les monothéistes rappellent étrangement les anciens dhimmis de la charia. Je laisse à mes collègues le soin de démêler les catégories mêlées du nationalisme et de l'islamisme, du pan-nationalisme et du pan-islamisme. C'est important pour analyser les différentes saisons du mouvement palestinien, depuis le chef du mouvement national arabe, le Moufti de Jérusalem, qui a réuni en 1931 à Jérusalem le deuxième congrès islamique mondial, jusqu'au congrès national palestinien du 28 mai 1964 à Jérusalem, à l'occasion duquel les Palestiniens font de leur mouvement, jusqu'alors défini comme arabe, un mouvement décrété comme palestinien, c'est-à-dire de caractère national, une version étatique et non mythique, la fameuse nation arabe dont on ne sait pas si elle est nationale ou islamique, puisque c'est le terme de Oumma qui a cette double signification, une définition à laquelle le changement de décor d'après la guerre des 6 jours va donner une dimension internationale dans le scénario occupation-résistance. Dans le discours palestinien, l'ambivalence de l'identité arabe ou palestinienne subsiste cependant jusqu'à ce jour. Par exemple, on lit dans la charte de l'OLP, qui n'a jamais été annulée, contrairement à ce qui est dit, à l'article 1, la Palestine est la patrie du peuple arabe palestinien. Elle constitue une partie inséparable de la patrie arabe, et le peuple palestinien fait partie intégrante de la nation arabe. Dans l'article 15, la libération de la Palestine est du point de vue arabe un devoir national, à l'avant-garde du peuple arabe de Palestine. Il s'ensuit que la nation arabe doit mobiliser tout son potentiel militaire, humain, moral et spirituel afin de participer activement avec le peuple palestinien à la libération de la Palestine. Cette ambivalence entre arabes et palestiniens
reste toujours présente dans la constitution du supposé État de Palestine. Elle décrète qu'il sera, je cite, l'État du peuple arabe palestinien, dans l'article 2, que celui-ci, je cite, est une partie des nations arabes et islamiques, article 10, que la souveraineté y appartient, je cite, au peuple arabe palestinien, article 13, que le caractère légal du peuple arabe palestinien sera incarné par l'État, article 6. Et donc, on a compris que l'enjeu ici, c'est une définition qui serait nationale, insisterait sur l'identité de la Palestine, comme il y a le Liban, la Syrie, l'Irak, enfin, comme il y avait, car justement, les printemps arabes ont été une occasion où nous avons vu s'effondrer une série d'États-nations arabes nés après le retrait du colonialisme. C'est quand même quelque chose de très important à prendre en considération. On n'est plus il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on est dans un autre paysage et dans un autre univers. Donc d'un côté, la définition palestinienne est une définition qui pourrait être strictement nationale, alors que la définition arabe fait partie, s'inscrit dans une optique bien plus large qui est tout le monde arabe, l'unité arabe que Nasser avait voulu réaliser à travers la République arabe unie, ou que le pan-islamisme saoudien avait tenté d'imposer par la suite. Mais si vous voulez, ici, ce n'est pas une question simplement de terminologie, c'est une question très profonde pour savoir justement de quelle nature est le conflit. Est-il un conflit de la nation arabe avec ce qui deviendrait les Juifs ou Israël, ou est-il un conflit entre les Palestiniens et les Israéliens? C'est deux choses radicalement différentes. À propos de ce fléchissement de la cause arabe vers la cause palestinienne, il faut évoquer aussi son caractère tactique. Selon le témoignage de Ion Mihai Pacepa, ancien chef de la Securitat, le renseignement militaire de Roumanie, qui est passé à l'Ouest en 1978, ce nationalisme palestinien serait à l'origine le produit non d'une mutation, mais d'une tactique relevant de la guerre psychologique contre un Israël qui ne pouvait être vaincu sur le champ de bataille. L'ancien espion écrit dans son livre The Kremlin Legacy, l'héritage du Kremlin, je cite, « Un jour de 1964, nous avons été convoqués à une réunion conjointe du KGB et de la Securitate à Moscou. Il s'agissait de redéfinir la lutte contre Israël, considéré comme un allié de l'Occident, dans le cadre de la guerre que nous menions contre lui. » Et la nouvelle tactique, en fait, visait à faire des Israéliens des agresseurs et des Palestiniens des victimes, avec pour objectif de séparer Israël de ses soutiens naturels, la gauche social-démocrate occidentale et les libéraux américains, qui étaient alors engagés dans le combat contre la décolonisation, pour l'émancipation des peuples, la lutte anti-impérialiste et néocolonialiste. Dans cette nouvelle version, ceux qui refusaient tout compromis, à savoir les Palestiniens, et qui avaient été partie prenante dans la guerre de 1948, devenaient un petit peuple de réfugiés, de pauvres, subsistant de la charité internationale, sans défense et sans terre, en proie à la cruauté d'un puissant voisin. Autant de facteurs de la délégitimation d'Israël. On passait ainsi du djihad qui avait inspiré les émeutes et les pogroms des années 30 sous la houlette du Mufti de Jérusalem à une lutte nationale qui, 3 ans plus tard, deviendrait une lutte contre l'occupation. Les thèses de Pacepa furent confirmées par la suite par James Woolsey, qui fut le chef de la CIA, ainsi que par Zahir Mursain, un membre du comité exécutif de l'Organisation de défense de la Palestine, qui déclara en 1977, dans une interview, que l'expression « peuple de Palestine » était un outil de propagande et qu'une fois les Juifs jetés à la mer, la Palestine serait englobée dans la Jordanie voisine. Je voudrais conclure. La question que nous soulevons a une importance stratégique considérable, tant pour comprendre la nature du défi lancé à Israël que pour les conditions d'un éventuel règlement
de ce conflit qui dure depuis 100 ans. Il y a quelque chose presque d'essentialiste dans cette durée invraisemblable. La guerre de 100 ans, l'Europe a connu une guerre de 100 ans. La définition de l'enjeu décide en effet de la stratégie à conduire. Mal le définir, c'est risquer d'aller d'échec en échec. Et c'est le constat de l'intention de l'adversaire et non pas de ce que nous aimerions qu'il soit qui importe. Il ne s'agit pas, ça n'a rien à voir avec le désir de paix, la volonté de paix, mais quelle est l'intention de l'adversaire? Comment identifier la finalité de son comportement? C'est ça le véritable problème. Et la question qui se pose cependant n'est pas une question uniquement intellectuelle. Elle a une dimension qui concerne l'identité profonde, l'imaginaire, dans ce sens qu'elle sonde notre propre capacité à affronter ce défi et donc à éprouver les ressources de nos croyances et affects religieux. La nature du défi, nature religieuse, exigerait, si nous ne voulons pas le fuir ou l'ignorer, une modulation adéquate de notre attitude envers le motif religieux qui nous rendrait aptes à le reconnaître pour lui faire face avec succès. Je vous remercie.